Aujourd'hui, à Dimbéa, le nouveau FLNKS, qui intègre 7 formations politiques de plus et des groupes de pression dont la CCAT, se réunissent en convention. Objectif, dresser le bilan des discussions à Paris et au pays. Et surtout, décider d'entrer en négociation ou pas lors de la prochaine visite ministérielle prévue le 22 mars. Car pour le FLNKS, les échanges entre l'État, non-indépendantistes et indépendantistes survenus la semaine dernière n'étaient pas des négociations. Là, la Convention va devoir se positionner là-dessus. On verra comment les choses vont se dérouler par la suite. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a peut-être pas assez d'éléments pour pouvoir enclencher l'autre phase. En tout cas, on va en discuter aujourd'hui. Travailler sur le cadre de discussion. On n'est pas rentré encore dans les fonds du sujet. Apparemment, il y a des groupes de travail qui vont arriver, qui vont se mettre mis en place ici à Nouméa dans les 15 prochains jours. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'on va évaluer la suite. Aujourd'hui, c'est un mandat du FLNKS qui a été confié. C'est pour ça qu'on a réuni cette convention. Et puis c'est comme tous les autres groupes de pression se sont réunis. Et aujourd'hui, on met les choses ensemble pour pouvoir tracer la suite. À noter, seul le Palika est absent à cette convention du FLNKS. Une tournée d'information se fera sur l'ensemble du pays pour informer les militants. Le 19 février dernier, les loyalistes et le Rassemblement organisaient une réunion des partisans de la France à la salle Omnisport de Lansvata. Un meeting durant lequel le député Nicolas Metzdorf a dit ceci. Nous, on est des gens qui voulons bâtir une Nouvelle-Calédonie plurielle avec tout le monde sur la base du travail et du mérite et du respect démocratique. C'est pas compliqué, Manuel. Pause en rembobine. C'est pas compliqué, Manuel. Manuel. Ça peut paraître anodin, mais cette manière d'appeler le ministre des Outre-mer est lourde de sens, selon Fabrice Ouachali, enseignant-chercheur en langue à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Alors nous, on l'a caractérisé sous le terme scientifique de discrimination linguistique. Il y a d'autres travaux qui parlent de glottophobie, par exemple. Donc on va utiliser en fait la langue comme un moyen de pression, mais aussi un moyen de disqualifier une personne. Et dans ce contexte-là, M. Manuel Valls a eu la double nationalité. Il est à la fois français et espagnol. Et quand il vient en Nouvelle-Calédonie, il vient avec son identité française parce qu'il est sur un territoire français. Mais manifestement, on va l'exclure en grossissant des traits de caractère de son autre nationalité, la nationalité espagnole et catalane dans son cas précis. Un cas de discrimination linguistique qui est loin d'être isolé. En 2020, Jean Castex, Premier ministre, avait été la cible de moqueries lors de sa première prise de parole dans ses fonctions. Et ce, en raison de son accent du Sud. Une banalisation des micro-agressions linguistiques que l'on retrouve au pays. On le voit pratiquement tous les jours. On fait de la discrimination linguistique parce qu'on va grossir un accent, par exemple, pour se moquer d'une personne particulière. Les discriminations, finalement, ce n'est pas des actes isolés, au contraire. Et l'idée d'en parler, c'est pour que les gens soient conscients en fait, de ces phénomènes et qu'ils soient conscients au point de ne peut-être plus en faire. Moi, je ne veux pas stigmatiser dans le sens où moi-même, j'ai pu me rendre coupable de microagressions linguistiques en moquant un accent, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de le mettre en évidence pour que ça se fasse le moins en moins et ça ne se fasse plus du tout même. Des micro-agressions linguistiques qui ont des conséquences sur les personnes qui en sont victimes. Il est possible que ça crée en cette personne un complexe d'infériorité pour s'exprimer dans une langue particulière. Et ça, malheureusement, en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même assez récurrent. Quelqu'un qui a grandi ici à Nouméa, quand il va partir chez lui dans les îles, et qui va essayer de parler, par exemple, le djihou, en fait, s'il le parle avec un accent français, il pourra aussi faire l'objet de railleries et de moqueries de la part des gens sur place. Donc là aussi, la discrimination, elle peut être manifeste finalement sur plein de territoires différents. La notion de discrimination linguistique, ou glottophobie, a été introduite en 1998. Elle n'a été mise en avant qu'à partir de 2016.
Le gouvernement a réuni les élus du Congrès ce matin dans l'hémicycle pour une deuxième session du séminaire financier. Une séance consacrée à la présentation de différentes trajectoires d'équilibre, pistes d'économie et de maîtrise des dépenses. Objectif, alimenter le débat d'orientation budgétaire qui devra permettre au gouvernement d'adopter son budget d'ici le 31 mars. Grosso modo, ce qui va être présenté aujourd'hui, ce sont les différentes hypothèses d'économie qui pourront être proposées. Il y a plusieurs pistes. Il y a des économies qu'on doit faire au niveau des secteurs de la santé. Il y a d'autres secteurs aussi où on va aller chercher. Moi, j'ai parlé de la fonction publique à l'époque. Il y a des discussions avec les syndicats, donc il faut le faire de façon très construite et réfléchie. Je l'ai dit lors de mon discours de politique générale, 2024 c'était compliqué, 2025 ça sera encore plus dur. Donc à nous d'abord de trouver nos propres solutions, et ensuite il y a bien sûr l'État qui est à côté pour nous accompagner, le ministre l'a dit, et donc oui, on aura aussi besoin de l'aide de l'État, des aides de l'État qui ont été annoncées la semaine dernière pour pouvoir peaufiner les choses et essayer d'avoir un atterrissage pas trop compliqué. Dans l'embouchure de la rivière de Dembéa se trouve la seule exploitation d'huîtres du pays. Malgré les difficultés des derniers mois liées aux émeutes, l'activité reprend doucement. Chaque année, durant des mois, des millions de naissains grandissent dans ces parcs. Les mollusques se nourrissent de planctons et de particules présentes dans l'eau de mer. 50% de ces huîtres sont produites sur place, les autres sont importées de Nouvelle-Zélande. On a dû fermer comme tout le monde, mis le personnel en chômage partiel, et dès qu'on a pu voir qu'on pouvait reprendre l'activité, on a fait revenir le personnel tout doucement et relancer l'activité. On a dû pratiquement tout vendre nos huîtres de Dembéa pour Noël pour combler le manque des huîtres d'import. Donc du coup, là on commence à réavoir du fret, donc on espère qu'on va pouvoir se réapprovisionner, et dès l'hiver, on va essayer de refaire venir un maximum de naissins. On essaye de recentrer nos huîtres pour éviter que les poches se retrouvent tombées comme tu en vois certaines. D'ailleurs on a les rangées qui commencent à casser, il va falloir qu'on répare. Tous les jours, au moment des marées basses, les huîtres assez matures sont récupérées. Une fois purifiées en bassin durant quelques jours, les huîtres sont ensuite emballées pour être livrées en magasin. Les particuliers peuvent aussi se rendre directement à l'entrepôt pour acheter des huîtres. Une reprise d'activité qui reste timide. 3 douzaines. Est-ce que je peux les récupérer demain? On a une forte diminution de la consommation, mais on attend les bilans de fin d'année pour savoir exactement quel a été l'impact sur la société. Avec les wide, on arrive à les avoir par conteneur, par bateau, donc plus facile, mais les blacks travaillent plus avec les avions et avec les exactions, on a beaucoup de mal à avoir du fret aérien. Ça varie toutes les semaines, on peut faire des toutes petites semaines à 100 douzaines, comme on peut monter à 200 douzaines, et à Noël, là, c'est beaucoup plus. Chaque année, entre 30 et 35 tonnes d'huîtres sont commercialisées, dont la moitié au moment des fêtes de fin d'année. Malgré la situation difficile de 2024, ce chiffre a pu être maintenu grâce à une production plus importante d'huîtres locales.